et bienvenue à l'émission Choisie. Merci pour vos commentaires, vos remarques, vos réflexions qui nous permettent toujours d'avancer et de mieux répondre à vos attentes. Cette semaine, nous allons essayer de répondre justement à des questions et des questions qui sont très générales sur l'autorité. Est-ce que l'État démissionne de son autorité? Est-ce que le maire a autorité? Vous voyez que c'est des questions qui touchent le pouvoir public, mais il y en a d'autres qui touchent aussi les parents. Est-ce que les parents ont autorité sur les enfants? Alors, comme d'habitude, nous allons retrouver Maître Côté pour parler de l'autorité. Bonjour, Maître Côté. Bonjour, Monsieur Couetou, et bonjour à vos auditeurs. Alors, on est heureux de vous retrouver pour parler à un sujet que vous connaissez, j'imagine, puisque la loi fait autorité. Alors, qu'est-ce que l'autorité? Ah, écoutez, c'est un concept qui est vaste et qui a parfois mauvaise presse. Chez nous, on dit souvent ah, quelqu'un est autoritaire et c'est pas vu comme une qualité. Pourtant, on dit aussi d'un professeur, par exemple, quand il entre en classe, ah, il a une autorité naturelle. Alors, on voit que le mot autorité, même si c'est un concept qu'on n'aime pas vraiment, ça nous renvoie à quand on était jeune, puis que on avait justement, on se sentait trop encadré, soit par nos parents, et on voulait se libérer de toutes ces tutelles-là. On voulait être libre. Et le mot d'autorité, le concept d'autorité nous semblait à nous, enfants, comme à l'opposé de la liberté à laquelle nous souhaitions. Et l'autorité était quelque chose comme jeune enfant, adolescent et jeune adulte dont on cherche à s'affranchir. Toutefois, quand on arrive dans la vie adulte, on se rend compte à quel point l'autorité est quelque chose de nécessaire pour que la vie en société puisse se dérouler de façon harmonieuse. Alors, je pense qu'avec vous aujourd'hui et vos auditeurs, ce serait bon d'examiner ce concept d'autorité sous toutes ses facettes, aussi bien sous la facette collective, comme on parle d'autorité judiciaire, par exemple, ou d'autorité politique, que sur le plan individuel ou personnel, l'autorité du parent, l'autorité du professeur. Oui, je comprends que pour vous, l'autorité, c'était un peu un synonyme de dictature et de contrainte. Euh, Effectivement, il y a plusieurs sens. Hein, je crois qu'on peut avoir 7 sens différents du mot autorité. Alors, on va commencer par le premier sens. Quel est le premier sens pour vous de l'autorité? C'est le pouvoir de décider ou de commander et même d'imposer ses volontés à autrui. Alors ça, évidemment, c'est pas agréable quand on a l'impression de se faire imposer quelque chose. Toutefois, il est bien important dans ce premier sens-là de distinguer l'autorité de l'autoritarisme. L'autorité implique une notion de légitimité et d'obéissance il y a un rapport de force, oui, il y a quelqu'un qui décide puis il y a quelqu'un qui obéit, mais c'est en vue d'un bien commun. On peut penser par exemple à l'armée, à la chaîne de commandement dans l'armée. Vous savez, on dit il y a le général, ou enfin il y a ceux qui commandent, puis il y a le simple soldat qui exécute les ordres. Donc il y a celui qui donne les ordres et il y a celui qui les suit. Cependant, qu'est-ce qui distingue l'autorité de l'autoritarisme? C'est la légitimité. C'est que si ça cesse d'être légitime, à ce moment-là, ça bascule dans l'autoritarisme et c'est quelque chose de nocif. Alors que l'autorité est censée être quelque chose qui recherche le bien commun. On a des exemples historiques, hein, au niveau, par exemple, de je vais prendre avec l'arrivée du communisme en Russie, où Staline a envoyé dans des goulags de très très nombreux dissidents politiques pour imposer ses volontés. Et on voit bien qu'à ce moment-là, ce n'était pas d'autorité qu'il s'agissait, mais d'autoritarisme. Exact. Et un dictateur, par exemple, quelqu'un qui est à la tête de l'État et qui réunit tous les pouvoirs, ben là, on peut parler
d'une autorité, je dirais, trop grande, et c'est là que ça devient de l'autoritarisme. Mais par contre, dans une démocratie, par exemple, il y a une balance entre les pouvoirs, entre le pouvoir judiciaire, les juges et le Parlement. Et donc, on est dans un régime démocratique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autorité. Il y a une autorité, même si c'est une démocratie. Mais l'autorité est nécessaire pour que la vie démocratique puisse se dérouler sainement. Alors ça, c'est le premier sens. Alors, on a parlé de ce sens-là d'un point de vue global et politique, mais ça peut être aussi d'un point de vue personnel, c'est-à-dire que le père va prendre autorité sur ses enfants, et c'est effectivement pas forcément, notamment quand les enfants ont moins de 2 ou 3 ans et qu'ils ne sont pas capables de s'exprimer réellement, ben, il faut bien que le père exerce son autorité, le père ou la mère d'ailleurs, en disant bon ben maintenant tu vas manger, tu vas dormir, et ne pas laisser l'enfant à lui-même comme une plante sauvage. Exact. Et ce concept d'ailleurs d'autorité parentale est reconnu comme tel dans le Code civil du Québec. Au fond, oui, vous donnez l'exemple de l'adulte qui, lui, est en pleine possession de ses moyens sur le plan physique et intellectuel vis-à-vis de l'enfant qui, lui, n'est pas encore, n'a pas atteint le plein potentiel d'être humain, c'est-à-dire il est petit et il est vulnérable. Donc, la notion d'autorité, dans le sens où vous l'employez, réfère à quelque chose où une personne est vulnérable et où on doit prendre soin d'une personne, de cette personne-là. Et donc, c'est deux personnes, un rapport entre, l'autorité à ce moment-là est un rapport entre deux personnes, une qui est en pleine possession de ses moyens et qui est chargée de voir au bien-être d'une autre personne qui n'a pas la pleine possession de ses moyens. On peut penser à un enfant, on peut penser aussi à une personne inapte, en fin de vie. Vous avez souvent, et vos auditeurs connaissent le concept de mandat d'inaptitude. C'est que on sait que avec des maladies comme l'Alzheimer, par exemple, ou des maladies dégénératives, les gens perdent leur capacité intellectuelle et ne sont plus capables de s'administrer eux-mêmes. Donc, ils tombent dans un état de vulnérabilité. Alors, dans ce contexte-là, on prévoit des mécanismes où on peut nommer quelqu'un, un mandataire, qui, à ce moment-là, a pour charge d'administrer soit les biens, soit aussi la personne. On dit un mandat au bien ou un mandat à la personne. Et le mandataire, à ce moment-là, a autorité sur la personne vulnérable. D'accord. Donc là, on voit bien le premier sens. Quel serait le deuxième sens? C'est dans la vie collective, la vie de la société. On dit dans le secteur administratif, c'est un organisme à qui on confie un pouvoir de décision légalement défini. Par exemple, on parle d'une autorité judiciaire, le tribunal, ou de l'autorité municipale. Alors, si vous voulez faire, par exemple, une construction ou une rénovation chez vous, vous devez demander un permis à la ville. Donc, c'est elle qui autorise ça, pour pas finalement que les gens construisent n'importe quoi, n'importe où. Il y a des règlements de zonage, tout ça. Alors, la ville a autorité. Et c'est quoi un permis? Ben, c'est l'acte de permettre. Donc, ça implique qu'on reconnaît, nous, comme citoyens, comme contribuables, que la ville a une autorité et qu'on doit solliciter sa permission pour poser tel ou tel geste. Entre autres, aussi, on pense au permis de conduire. On dit que le permis de conduire n'est pas un droit, c'est un privilège, alors qui nous est accordé et qui peut nous être retiré, par exemple si on a trop de points de démérite. Alors, si on obtient une permission de quelqu'un, comme dans le cas du permis de conduire, c'est qu'on reconnaît que l'organisme qui nous délivre ce permis-là a une autorité sur nous et qu'on doit la solliciter. Et dans le cas du permis de conduire, hein, je crois ça peut être bon de rappeler que ce n'est pas seulement l'organisme des permis de conduire qui le donne, mais c'est bien l'État lui-même qui a délégué à un organisme, mais l'autorité supérieure, c'est l'État.
Oui, c'est ça. C'est la Société de l'assurance automobile, qui est une société paragouvernementale qui relève du gouvernement du Québec. Donc, mais dans ce cas-là, vous avez raison de le souligner, et c'est dans le deuxième sens du mot autorité, c'est l'État confie à un organisme une autorité dans un secteur bien défini. Dans ce cas-là, les permis de conduire et tout ce qui a trait au domaine des transports. Alors, je pense que c'est assez clair je pense qu'on va pouvoir passer au troisième sens. Oui, dont on vient au fond de parler parce que le troisième sens, on dit, c'est le pouvoir politique ou les organes qui le représentent pris collectivement. Donc, on dit les représentants de l'autorité. Alors, si on fait la somme de tous les organismes à qui on a confié comme ça des petits bouts d'autorité dans certains secteurs de notre vie collective, on parle tout ça mis ensemble, on dit les autorités. Alors, les autorités, ça peut désigner tout aussi bien la ville que la Société d'assurance automobile, que la Régie d'assurance, que la Régie d'assurance maladie du Québec. Quand on met tout ça ensemble, on parle de les autorités. C'est le troisième sens. Alors justement, ça peut être bon de notifier parce que parfois il peut y avoir des abus, c'est-à-dire que, je vais prendre un exemple très clair, hein, au procès de Nuremberg, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, quand on a jugé les nazis en leur disant mais ce que vous avez fait c'était quand même pas très, très humain et vraiment c'était contre le crime contre l'humanité a d'ailleurs été mis en œuvre à ce moment-là, hein, la notion de crime contre l'humanité en tant que telle, et tous disaient mais moi je ne suis pas responsable. Il y avait une autre autorité et moi j'étais responsable seulement d'un bout. Alors parfois, bien souvent, on peut se cacher justement derrière les responsabilités des autres, en se disant, ben, moi je suis responsable que de ce bout-là, alors qu'en fait on participe à cette autorité. Oui, ou encore les gens disent j'ai obéi aux ordres. On parlait de l'armée tout à l'heure, et puis là, si l'ordre c'est d'enfermer des gens dans un camp d'extermination, est-ce que c'est une défense que de dire j'ai obéi aux ordres? Alors, et là, ça soulève la question du devoir de dissidence. Est-ce que, à certains moments, on n'a pas justement l'obligation de ne pas se soumettre à l'autorité? Et ça rejoint un des thèmes que nous avons abordé lors d'une émission précédente, lorsqu'on parlait du sonneur d'alarme, la personne, en anglais on dit le whistleblower, la personne qui travaille pour l'État et qui, dans le cadre de ses fonctions, se rend compte qu'il y a des actes, disons, répréhensibles qui se produisent. Il est témoin d'une fraude, ou on parlait de l'exemple de Edward Snowden. Donc, à quel moment on a le devoir de ne plus se soumettre à l'autorité pour des raisons de conscience, par exemple? Justement, le général dont on parlait la dernière fois, le général français, au moment de son arrestation, puisqu'il a été arrêté alors qu'il manifestait légalement, eh bien, au moment de son arrestation, il a dit aux gendarmes qui l'arrêtaient, honte à vous d'obéir à ces ordres. J'ai moi-même commandé, j'ai moi-même donné des ordres et j'ai moi-même refusé d'obéir à certains ordres qui étaient mauvais, qui étaient contraires aux principes établis. Et donc on voit bien qu'il doit y avoir un jugement par rapport à cette autorité. Oui, c'est ça, et probablement que gravite autour de la notion de légitimité. À quel moment ça cesse d'être légitime? Et si ça cesse d'être légitime, ce n'est plus de l'autorité, c'est de l'autoritarisme. Et il y a peut-être à ce moment-là un devoir de résister à ça. Alors, ça, c'est l'autorité dans son sens collectif. Mais comme vous le soulignez, l'autorité aussi peut se rapporter à un individu ou à des situations plus proches de notre vie personnelle. Et c'est le quatrième sens qui est donné au mot autorité. Pareil, on fait allusion à ce moment-là au leadership de quelqu'un. On dit de quelqu'un, lui, il a de l'autorité. Donc, ça veut dire, il a un certain ascendant sur les autres, naturel. On peut le dire, par exemple, d'un professeur. Un professeur qui entre en classe et, moi j'en avais un comme ça en secondaire 3, il suffisait qu'il rentre dans la classe et tout le monde se taisait. Il n'y avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Il avait
une autorité naturelle. Bon, et on peut appeler ça le leadership aussi. C'est quelqu'un qui, dans un groupe, s'impose par son dynamisme et on a le goût de le suivre. Ça aussi, on parle d'une autorité personnelle. Alors justement, là, pour illustrer un peu ce propos, j'ai envie de citer une expérience personnelle que j'ai vécue, je crois que c'était en 99 ou dans ces eaux-là, en tous les cas, où effectivement, avec un groupe assez important, on avait été invité à rencontrer le pape Jean-Paul II. Excusez-moi. Et donc, on était, je ne sais plus combien on était, mais on parlait dans une salle assez grande et on attendait le pape. Et des gens rentraient, sortaient, etc. Et à un moment donné, euh, la porte s'est ouverte et tout le monde s'est tu. Et vraiment, ça m'a marqué parce que même ceux qui avaient le dos à la porte, même ceux qui étaient vraiment instantanément, tout le monde s'est tu. Et le pape, en fait, est rentré. Et là, je me suis dit, voilà un homme d'autorité. Alors même qu'on ne le voyait pas, il est rentré et tout le monde s'est tu. Sa seule présence a fait taire l'Assemblée. Donc voilà, pour un exemple d'autorité naturelle. Oui, j'aime bien le mot que vous employez, autorité naturelle. C'est comme si ça se dégage de la personne. Et là, je pense qu'on peut pas parler de quelque chose de négatif. Là, quand quelqu'un dégage ça, au contraire, ça attire le respect. Et, euh, et ça a une fonction. C'est très utile dans le cadre, je vous disais, d'une classe d'adolescents de 15 ou 16 ans qui peuvent être assez turbulents. Bon, d'avoir quelqu'un qui rentre dans la classe et qui provoque cette réaction-là, c'est très utile. Ça permet tout de suite de créer le climat, un climat propice au travail, puis pour qu'on puisse faire des apprentissages et bon, avoir un cours qui se déroule dans d'excellentes conditions. Alors, comme quoi l'autorité, donc, elle est nécessaire. Elle est un des ciments, un des fondements d'une vie sociale qui fonctionne bien, à condition qu'on n'abuse pas de l'autorité et que celui qui la détient n'en abuse pas et ne perde pas de vue la fonction sociale et ne cherche pas à détourner l'autorité à des fins personnelles. C'est là qu'à ce moment-là, ça devient, ou mettre l'autorité au service d'objectifs ou de buts qui sont répréhensibles, comme ça a été le cas par exemple avec l'Allemagne nazie, de mettre la puissance de l'État et l'autorité de l'État au service d'un projet de destruction des peuples voisins et bon, on connaît l'histoire et cette autorité-là n'est pas légitime et finit par s'effondrer d'ailleurs. Oui, il y a peut-être une relation justement entre la légitimité et la croissance et la maturation de cette autorité. Oui, tant sur le plan de la vie sociale que sur le plan individuel. Si on prend l'enfant, écoutez, il va reconnaître une autorité à ses parents de façon naturelle quand il est en bas âge. Et plus il grandit, plus il se développe, et là, à ce moment-là, il va redéfinir son rapport à l'autorité parce qu'il en a moins besoin. Et c'est tout le défi de l'adolescence. C'est la prise d'autonomie de l'enfant. Et nous, comme parents, à l'adolescence, ben, on a à vivre avec cette perte d'autorité qui, je pense, est dans la nature des choses. Au fond, notre objectif comme parents, c'est de mener les enfants à être autonomes. Et ça veut dire quoi? C'est que, en bout de piste, si on réussit notre projet éducatif, ben, nos enfants deviendront autonomes et vont pouvoir justement s'affranchir de cette autorité-là, qui était là pour leur bien, le temps qu'ils soient en pleine possession de leurs moyens et capables de mener une vie adulte, responsable. J'aime bien le mot, vous dites autonome et non pas indépendant. Et justement, j'aime beaucoup ce concept d'autonomie et non pas d'indépendance. Parce que autonomie ne veut pas dire qu'on n'est pas dépendant. On peut être autonome, et je souhaite que mes enfants aussi soient autonomes, mais dépendant. Parce que dépendant, ça veut dire qu'il est toujours en relation. Alors qu'aujourd'hui,
beaucoup vont chercher d'être indépendants, justement, d'être coupés de toute relation pour dire, ben, je peux me débrouiller tout seul, etc. Et en fait, c'est rarement le cas. On n'est jamais capable de se débrouiller tout seul. Je ne connais personne qui se soit auto-donné la naissance, auto-nourri, pour arriver jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui. On ne s'est jamais auto-construit. Même si on a une histoire difficile avec ses parents, avec ses amis, etc., même si quelque part on a grandi tout seul, eh bien, en fait, on n'a jamais grandi tout seul, puisque à un moment donné, on a toujours eu besoin de nourriture que d'autres aussi ont fabriquée. On a toujours eu besoin d'apprendre, et cet apprentissage s'est fait aussi avec l'aide d'autres. Oui, et ça réfère à cet état de vulnérabilité dont on parlait tantôt. Dans le cas de l'enfant, mais il n'est pas capable de se nourrir lui-même. Il faut lui préparer ses aliments, ses aliments. Ça peut être le cas aussi d'une personne âgée qui est en perte d'autonomie. C'est l'expression qu'on emploie. La personne est en perte d'autonomie, ce qui veut dire qu'on a besoin de mettre à ses côtés quelqu'un qui a une forme d'autorité. Mais celui qui détient l'autorité ne doit pas se complaire là-dedans. C'est bien, on a de l'autorité, puis on dit, ah, ça fournit un sentiment d'un certain pouvoir, et on peut avoir le goût et de cultiver la vulnérabilité de la personne à l'égard de qui on exerce un pouvoir. C'est là que ça peut devenir pernicieux. Je pense, par exemple, dans le cas d'un parent qui dirait, ben moi, j'aime beaucoup avoir autorité sur mes enfants, ça fait que je vais cultiver leur état de dépendance. Ben, c'est pas ça. Être parent, c'est essayer d'amener l'enfant à être autonome. Donc de pas vouloir cultiver ou conserver pour toute la vie un pouvoir sur lui. L'enfant doit devenir libre. Et Donc, justement, l'enfant aura toujours, dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, la dépendance aux parents. Parce que à partir du moment où il est enfant, les parents seront toujours parents. Même si il y a toute relation par écrit, téléphonique, etc., coupée, même s'ils ne se parlent pas pendant des années, la relation perdurera. Même si c'est une relation souffrante, mais elle perdurera. Même si elle est interrompue, on ne peut pas faire que je ne sois pas le fils de mon père et le fils de ma mère. Euh, c'est juste, mais sur le plan légal, on a ce concept de majorité, qui au Québec ici a été fixé à 18 ans, dans d'autres juridictions c'est fixé un peu plus tard, à 21 ans. Et c'est quoi ce concept de majorité? Ben, c'est justement, c'est un peu arbitraire, là, le législateur a dit, ben, à partir de tel âge, justement, l'enfant est capable de prendre ses décisions par lui-même. Et jusqu'à 18 ans, ben, on dit que l'enfant est mineur et on doit poser plusieurs gestes pour lui dans la vie civile. Et à partir de 18 ans, ben, l'enfant peut poser certains gestes, même la totalité des gestes de la vie adulte. Donc, ça ne veut pas dire que le lien avec ses parents cesse, mais il se transforme. Et nous, comme parents d'adolescents et de jeunes adultes, notre rôle, c'est justement de doser l'autorité, d'en mettre peut-être le moins possible, ou de moins en moins, puis de laisser une plus grande part à l'autonomie et à la liberté. Et je pense que ça vaut pour toute personne ou tout organisme qui détient une autorité. C'est que cette autorité-là ne doit pas être conservée jalousement. On ne doit pas perdre de vue ce pourquoi on la détient. Par exemple, la Société de l'assurance automobile, elle est là pour permettre que les gens puissent circuler en véhicule de façon ordonnée et que les gens aient la capacité de conduire et tout ça. Si la Société de l'assurance automobile disait « Ah, moi j'ai l'autorité, puis je vais décider de ne plus émettre aucun permis pour un peu embêter tout le monde et prouver que c'est moi qui mène », ben là, écoutez, c'est un abus de son autorité et elle est là pour permettre que la circulation automobile se déroule de façon harmonieuse, pas pour empêcher celle-ci. Alors, quand on abuse de l'autorité puis qu'on perd de vue ce pourquoi cette autorité-là nous est confiée, c'est là que ça peut sombrer dans l'autoritarisme. Et puis,
comme on dit, dans le power trip. Et d'ailleurs, votre exemple est assez bon parce que dans certains pays, on voit bien que l'autorité qui gère justement les permis, etc., de conduire, eh bien, va être très restrictive de manière à récupérer de l'argent. Non pas veiller à ce que la conduite se passe bien, mais elle va diminuer la limitation de vitesse. Au lieu d'être à 50, on va passer à 30. Au lieu d'être... de manière à ce que les gens soient amenés à faire des fautes et qu'ils aient des amendes. Oui, c'est ça. Et on voit donc que ça pose la question du dérapage de l'autorité. Est-ce qu'il y a une autorité sur l'autorité? Et ça fait un peu bizarre, mais je vais vous donner un exemple concret. Au Québec, nous avons l'UPAC, l'Unité permanente anticorruption. Et ça, l'UPAC a beaucoup de pouvoir. Ils peuvent débarquer dans une ville. On voyait tantôt que les villes ont une autorité. On parle de l'autorité municipale. Ben, l'UPAC peut débarquer dans une ville et comme ça, de façon assez brutale d'ailleurs, et faire des perquisitions. Et ça a été fait dans un passé tout récent ici au Québec pour s'assurer que, au fond, l'autorité municipale n'est pas corrompue. C'est d'ailleurs ce qui donne le nom à l'organisme, UPAC, Unité permanente anticorruption. Parce que si l'autorité est détournée de sa fonction première et se détourne, perd de vue qu'elle est là pour le bien collectif et que les gens qui sont au sein de cette autorité-là la détournent à des fins personnelles, c'est là qu'on parle de corruption et c'est là qu'il faut sévir. Et au Québec, on a donc cet organisme-là qui est censé surveiller certaines autorités. Donc, l'autorité elle-même est assujettie à une autorité, et c'est ça qui fait la caractéristique d'un système démocratique. C'est une balance des pouvoirs. On ne donne pas tous les pouvoirs à une seule personne ou à une seule instance. Ça, c'est la caractéristique d'un régime dictatorial. Dans un régime démocratique, le pouvoir est réparti entre plusieurs organismes qui se surveillent l'un l'autre. En anglais, ils appellent ça le check and balance. Donc, le Congrès américain peut surveiller les actes posés par le président. La Cour suprême peut invalider des lois adoptées par le Congrès. C'est cette balance du pouvoir, le fait que tous les pouvoirs ne sont pas entre les mains d'une seule personne. Ce qui pose problème, par exemple, dans des cas comme en France, avec l'état d'urgence, où là, il y a un regroupement des pouvoirs vers un seul noyau, on va dire. Si c'est pas une seule personne, c'est un seul noyau qui est assez restreint. Oui. Ce qu'on comprend, hein, qui peut avoir lieu dans un certain temps et à un moment donné, ça peut être bon. Oui, ça réfère. D'ailleurs, le concept de dictature vient des Romains, sous la République romaine, où le dictateur, c'était une institution qui était prévue dans la vie républicaine romaine. C'était quand la patrie était en danger, on confiait les pleins pouvoirs pendant 6 mois à une seule personne. Et cette personne-là était le dictateur. Et ça, c'était sous la République. Qu'est-ce qui a modifié, qu'est-ce qui distingue la République romaine de l'Empire? C'est que à un moment donné, il y a quelqu'un qui a été désigné comme ça ou qui voulait avoir les pouvoirs du dictateur, mais non pas pour 6 mois seulement, mais à vie. Et cette personne-là, c'était Jules César. Alors, les sénateurs se sont rebellés, l'ont assassiné en l'an 44 avant Jésus-Christ, mais le mouvement a été enclenché. C'est à partir de ce moment-là que ça a basculé de la République romaine à l'Empire romain. Et par la suite, il y a eu des empereurs romains qui, effectivement, possédaient tous les pouvoirs. Alors, je pense qu'il va être temps de terminer notre émission. Quelle serait la question que vous laisseriez à nos auditeurs? Justement, quelle est la dose d'autorité que vous tolérez, tant dans la vie collective que dans votre vie personnelle? Et est-ce que vous préférez assumer, suivre l'autorité ou l'assumer? Merci beaucoup. Parfait et bonne semaine. Merci à vous tous qui nous suivez et à la semaine prochaine. Au revoir.